Honoka est un lycéen tout à fait typique, absolument certain de ne jamais pouvoir avoir de petit ami, car il n'est ni cool, ni riche, ni même très intelligent. Mais un jour, sa vie bascule complètement quand il découvre un monde de magie et de monstres. Non pas à cause d'un camion cette fois, mais grâce à la fille la plus populaire de tout le lycée. Il s'avère qu'être ami avec le directeur apporte de sacrés avantages supplémentaires, et d'une certaine manière, cela inclut même de sortir avec sa fille, Ayaka. Le seul trait un peu étrange de Honoka, c'est qu'il prend le même bus qu'Ayaka et s'assied juste à côté d'elle en classe. Même s'ils sont assis côte à côte, ils ne se sont jamais dit le moindre mot, et on dirait vraiment qu'ils vivent dans des mondes totalement différents. Tout le monde se rassemble autour d'elle comme des canards affamés, tandis que lui est pratiquement invisible à leurs yeux. Un jour, il laisse tomber sa gomme par accident, et Ayaka la ramasse pour lui, et nous savons tous comment son fan club réagit à ça. Il le traîne hors de la classe, le pousse à terre, et le batte comme s'il était un personnage secondaire sans importance, le prévenant de ne plus jamais, au grand jamais, faire lever le petit doigt. Mais alors, à leur princesse, une fille s'approche et prend la pile de papier de ses mains. On pourrait penser que c'est là que commence une douce romance. Il se dirige vers le bureau du professeur pour aider. Elle n'est qu'une des fidèles d'Ayaka. C'est son tour de service pour la journée, très loin d'elle, car Ayaka est aussi de service ce jour-là. Donc, comme toujours, Honoka finit par jouer les figurants, relégués à l'arrière-plan de l'histoire d'Ayaka. Après l'école, il sort pour jeter les poubelles et commence à penser à quel point sa vie est vraiment ennuyeuse. C'est alors qu'il remarque un lapin en peluche un peu louche dans la poubelle et le sort pour l'examiner de plus près. Sur son ventre, il y a un message qui dit « Le temps sera clair aujourd'hui, mais certains bâtiments scolaires pourraient trop bien tomber ». Il pense que c'est juste une blague stupide d'un élève de CM1, mais alors il voit une énorme ombre se former et lève les yeux pour voir le clocher de l'école s'effondrer directement sur lui. Il se demande si c'est le moment où il sera enfin transporté vers un monde fantastique, plein de jolies filles, et soupire en pensant qu'il n'a même jamais tenu la main d'une seule fille. La tour s'écrase sur lui, et ce devrait être la fin de la saison 1 de Witchcraft Works, n'est-ce pas? Du moins c'est ce qu'il pense, jusqu'à ce qu'il se réveille dans les bras d'Ayaka, qui est vêtu d'une sorte de costume de sorcière. Il panique complètement, comme le lâche qu'il est, mais Ayaka lui dit de ne pas bouger du tout, sinon il tombera. Il est confus jusqu'à ce qu'il regarde en bas et voit qu'il flotte en plein air sur un balai. Au loin, une fille aux oreilles de chat les aperçoit et se demande si Ayaka est une sorcière d'atelier, puis claque des doigts et envoie 2 soldats jouets géants en forme de lapin à l'attaque. Ayaka lance Honoka en l'air, saute pour éviter le coup et les pulvérise avec de la magie de feu avant d'atterrir en douceur et de rattraper Honoka comme une princesse, lui offrant une vue imprenable sur le paradis. Les soldats jouets lapins se relèvent et les chargent avec leurs épées, mais Ayaka les pulvérise avec des boules de feu, puis se bat de près en utilisant son balai et sa magie. Elle dit à Honoka de rester près d'elle, mais il fait exactement le contraire, comme le parfait idiot qu'il est, et se retourne pour voir une fille aux oreilles à chat derrière un bâtiment lui faisant signe, lui disant que c'est sans danger. Il suppose qu'elle est une amie d'Ayaka et court vers elle, seulement pour se retrouver entouré de plus de soldats enragés qui lui attrapent les bras et le forcent à s'agenouiller. L'un des soldats s'approche avec une hache et ils se préparent tous à faire de lui le prochain Nick quasi sans tête, comme dans un remake de Harry Potter. Il se demande si ce n'est qu'un rêve, mais alors Ayaka intervient, met le feu à tous les soldats et le sauve, comme la véritable héroïne qu'elle devrait être. Honoka pense toujours qu'il rêve et commence à la complimenter, disant qu'elle est même incroyable dans ses rêves et qu'il n'y a aucune chance qu'elle se soucie de lui, encore moins qu'elle le sauve comme une sorte de Sailor Moon et Harry Potter combinés. Elle lui dit que c'est son devoir, et même s'il est confus, il n'a absolument pas besoin de s'inquiéter, car elle le protégera. Il demande pourquoi, et elle répond que c'est parce qu'il est sa princesse. Honoka vient-il d'être confirmé comme étant une fille? Honoka se pose la même question et commence à se demander s'il est même un garçon. Mais Ayaka lui rappelle que cet anime ne se déroule pas en 2023, et qu'il n'y a encore que 2 genres pour l'instant, pour le moment. Elle lui dit de la laisser gérer les choses, mais il remarque que ses cheveux sont légèrement brûlés, et s'inquiète d'en être la cause. Il demande pourquoi elle a pris le coup à sa place, et se reproche d'être stupide et d'être tombée dans un piège, même après qu'elle l'ait averti de rester tout près. Il dit que ses cheveux brûlés sont de sa faute, et un cadeau du ciel, mais s'arrête ensuite, réalisant qu'il est en fait juste un total soumis. Après des années à être intimidé par ses fanboys, il est maintenant devenu l'un d'eux, sans même s'en rendre compte. Alors qu'il est assis là, se sentant honteux, il aperçoit l'un des soldats jouets se relever pour l'attaquer par derrière. Se souvenant de ce que Sasuke a fait dans l'arc du pont de Naruto, il saute devant elle et prend le coup à sa place. Ayaka s'agenouille à côté de lui et lui donne un doux câlin. Et oui, il y a une raison pour laquelle j'ai dit doux câlin, au lieu de simplement câlin. Voir Honoka se blesser rend Ayaka absolument furieuse, et elle dit qu'elle aurait dû tous les réduire en cendres dès le tout début. Elle se dresse fièrement et lance son sort le plus puissant, Million Clover, anéantissant les ennemis avec une énorme explosion de magie de feu. Plus tard ce jour-là, Honoka se réveille dans la chambre privée d'Ayaka, à l'école. Elle lui dit que ce n'était pas un rêve et qu'elle expliquera les choses plus tard. Mais pour l'instant, ils devraient rentrer chez eux. Alors ils sortent ensemble, et Ayaka a dit que pour le moment, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est que c'est son travail de le protéger, car il est son maître. Il n'est pas sûr de ce que cela signifie vraiment, mais marche simplement à côté d'elle, en silence, et il ne parle pas pendant un bon moment. Quelques jours plus tard,
tout semble être revenu à la normale. Mais cette fois, au lieu d'être invisible, Honoka commence à recevoir des regards jaloux et des airs furieux quand Ayaka choisit de s'asseoir à côté de lui dans le bus du matin pour l'école. Après cela, ils marchent ensemble vers la classe, et Honoka a l'impression que rester à côté d'elle plus longtemps lui coûtera la vie. Il simule un mal de ventre et se précipite dehors, mais finit par tomber directement sur la bande de soumis du tyran. Ils lui attrapent le col et lui disent ceux deux seuls de rester à sa place, et décident tôt qu'il est temps pour une autre raclée, jusqu'à ce qu'Ayaka arrive et leur dise de reculer. Elle lui noue la cravate, en un nœud papillon, et avertit ensuite tout le monde qu'elle brûlera quiconque essaiera de poser à nouveau le moindre doigt sur lui. Plus tard ce jour-là, au déjeuner, elle s'assied avec Honoka et tout un groupe de filles de son fan club. Elle le nourrit de ses propres mains et dit qu'elle a préparé le déjeuner elle-même. Honoka apprécie le moment, mais se sent très mal à l'aise d'être entourée de 20 filles qui ne le veulent clairement pas là, pensant qu'il gâche complètement l'ambiance. Il se lève et dit qu'il va manger ailleurs, puis s'enfuit en courant. Voyant cela, Ayaka se fâche et met le feu au déjeuner de tout le monde en fixant le sol. Pendant ce temps, Honoka se sent coupable d'avoir été impoli et traverse la cour où le bâtiment lui était tombé dessus. Il remarque que tout semble normal à nouveau, comme si rien ne s'était jamais passé. Puis il se retourne et voit la fille aux oreilles de chat debout juste à côté de lui. Elle lui dit que le bâtiment qui tombait n'était qu'une illusion. Et puis elle dit qu'elle est enfin sûre qu'il est un perdant sans cervelle d'être venu seul sans rien réaliser du tout. Elle s'approche en se changeant en tenue de sorcière et dit que son nom est Tanpopo, des sorcières de la tour. Elle dit qu'elle est là pour kidnapper sa stupide personne et appelle ses soldats. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Ayaka apparaît et attrape Honoka. Tanpopo dit qu'elle l'attendait, puis commande à son armée de soldats joués d'attaquer. Cette fois, ce n'est pas seulement quelques soldats, mais bien plus, ils se précipitent sur Ayaka de toutes les directions, avec des épées et des lances. Après la bataille, Honoka se réveille sur le sol et voit Ayaka le protéger, pleine de blessures qu'il ne peut même pas compter. Elle demande s'il va bien, et il se demande comment elle est encore en vie. Se sentant complètement inutile, il lui dit qu'il croit en elle, mais pense qu'il devrait appeler une ambulance. Ayaka dit que s'il veut vraiment se racheter auprès d'elle, il devrait promettre de ne pas s'enfuir pendant le déjeuner demain. Il accepte, puis panique en voyant qu'elle saigne partout, mais elle explique qu'elle est faite de feu et que tout va bien. Elle lui dit de fermer les yeux et de rester immobile, puis utilise sa magie pour faire disparaître les soldats. Elle transforme chaque soldat en cendre, puis s'approche de Tanpopo en tenant Honoka comme une véritable princesse. Elle dit à Tanpopo qu'elle est sur le point de lui griller la queue poilue et de la pulvériser avec un énorme sort de feu. Tanpopo s'échappe de justesse en appelant plus de soldats et en s'enfuyant avec son derrière encore fumant. Après cela, Ayaka dit à Honoka d'ouvrir les yeux et il est choqué de voir que tout semble normal à nouveau, propre et sans aucun dommage en vue, puis ils rentrent chez eux et terminent la journée. Le lendemain matin, 5 nouveaux élèves sont transférés dans leur école et devinez quoi? C'est Tanpopo et toute sa bande de sorcières de la tour. Quelques jours passent et Honoka ne cesse de demander à Ayaka d'expliquer ce qui se passe avec toute cette magie et pourquoi Tanpopo continue de le poursuivre. Un matin, il décide de continuer à demander jusqu'à ce qu'elle réponde enfin, mais remarque qu'elle n'a pas pris le bus avec lui ce jour-là, du tout. Il descend à l'école, change de chaussures et se dirige vers la classe, seulement pour trouver Ayaka, ayant un moment plutôt tendu avec les nouvelles élèves transférées. Il lève les yeux vers le panneau de la classe et réalise qu'il n'est pas du tout dans sa vraie classe. Il est dans le club de la société de torture. Au lieu de demander pourquoi un club comme ça existe même, il demande simplement à Ayaka comment il s'est retrouvé ici, alors qu'il était absolument sûr d'être allé à sa vraie classe. Ayaka explique qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il vienne ici sans le savoir, juste pour qu'ils puissent en se rencontrer. Puis elle se tourne vers les filles ligotées et dit que c'est une chasse aux sorcières. Elle dit qu'elle a décidé de s'occuper d'elle parce qu'elle pourrait être dangereuse pour lui. Il n'est pas sûr que ce soit vrai et regarde les filles se débattre, l'air perplexe. Il lui demande d'au moins leur enlever les bâillons de la bouche pour qu'elles puissent parler, et Ayaka accepte. Elle dit qu'elle allait les achever rapidement, mais l'une d'elles s'est enfuie, alors elle a utilisé les autres comme appât pour la faire sortir. Honoka s'approche de Tanpopo et demande pourquoi elles sont toutes après lui. Tanpopo rit et dit que ce n'est pas une surprise que Mademoiselle Parfaite ne lui ait rien dit, et pour être franche, elle veut son corps, et la substance blanche qui se trouve à l'intérieur. En entendant cela, Honoka rougit, ne sachant pas s'il a bien entendu. Mais Ayaka lui dit de ne pas croire tout ce que leurs ennemis peuvent bien dire. Tanpopo sourit et dit qu'elles sont peut-être trop détendues, puisque leur dernière coéquipière n'est toujours pas attrapée. Soudain, une substance noire et visqueuse commence à couler du plafond, et les couvre tous les deux. De l'intérieur de cette substance, Mei apparaît et libère ses amis. Elle attrape Honoka et traverse le sol, s'échappant vers la pièce en dessous et laissant les autres combattre Ayaka. Elle commence à célébrer sa chance et pense qu'elle a réussi quelque chose d'énorme, oubliant qu'elle n'est qu'un personnage secondaire destiné au soulagement comique, et non le méchant principal. Une seconde plus tard, Ayaka traverse le sol en force et la regarde avec les 4 sorcières déjà vaincues. Elle tombe dans la pièce et marche vers Mei, mais Mei la prévient d'arrêter, sinon elle laissera son loup de compagnie mordre le cou de Honoka. Ouais, c'est quoi cette obsession avec toutes ces sorcières et les coups? Ayaka dit à Honoka de ne pas s'inquiéter et dit qu'elle retira Mei en quelques secondes. Elle continue d'avancer. Mei se lève, tenant Honoka en otage, et ordonne à son animal de mordre son cou pour prouver qu'elle est sérieuse.
Au lieu de s'arrêter, Ayaka met le feu à Mei et la repousse violemment, laissant Honoka libre. Étonnamment, son cou est totalement intact. La marque de morsure est sur le cou d'Ayaka. Mei réalise cela et s'échappe rapidement, laissant ses amies battre en retraite elles aussi. Plus tard ce jour-là, Honoka se réveille dans la salle privée d'Ayaka à l'école et remarque qu'elle porte une écharpe. Même si c'est le milieu de l'été, elle s'excuse auprès de lui et dit qu'elle voulait vraiment qu'il ait une vie paisible et normale, mais si les choses continuent ainsi, les sorcières de la tour continueront de le cibler sans relâche. Elle dit que la seule façon d'y mettre fin est de riposter et de trouver celui qui est derrière tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait toujours pas qui c'est. En entendant cela, Honoka réfléchit intensément et réalise que c'est de sa faute si Hélas a été blessée et cache maintenant cette blessure avec son écharpe. Il lui dit de tout expliquer et lui demande de faire de lui son apprenti. Il ne veut plus qu'elle se batte seule. Pendant ce temps, dans un café-pâtisserie, la directrice de l'école, qui se trouve aussi être la mère d'Ayaka. Kazan rencontre son ancienne rivale et méchante, Cronoir. Après une petite pause d'environ 130 ans, Cronoir dit qu'elle a entendu dire que l'élève de Médusa avait causé des problèmes au groupe de Kazan et que peut-être maintenant elle veut aussi se joindre à la fête. Plus tard ce week-end, Honoka reçoit un appel d'Ayaka lui demandant de la rencontrer dehors. Il pense que c'est peut-être un rendez-vous, mais en réalité, elle veut juste lui dire la vérité sur les sorcières, comme il l'a demandé. Elle dit qu'ils iront à l'école, mais qu'ils s'arrêteront dans un restaurant en chemin. Alors qu'ils marchent, Ayaka lui raconte une histoire sur les sorcières, et explique que dans leur monde, il existe deux types de sorcières, les sorcières d'atelier et les sorcières de la tour. Les sorcières d'atelier, elles, protègent les gens. Elles installent des ateliers dans les villes et les endroits où vivent les gens. Leur travail est de s'assurer que personne n'utilise la magie de manière maléfique, et elles construisent ces ateliers à différents endroits et y vivent. C'est pourquoi elles sont appelées sorcières d'atelier. Mais les sorcières de la tour ne suivent aucune règle. Elles ne se soucient que d'elles-mêmes et utilisent la magie comme elles veulent, même si cela blesse les gens. Elle avertit Honoka que si les sorcières de la tour l'attrapaient un jour, le monde pourrait bien finir et tout le monde pourrait mourir. Puis ils s'arrêtent au magasin d'alimentation et font une pause. Après avoir commandé, une serveuse s'approche et commence à parler à Ayaka d'une voix super aiguë. Ayaka continue de la regarder avec un air en colère, mais écoute attentivement pendant qu'elle parle de la présence de Cronoir en ville et que d'autres sorcières de la tour apparaissent aussi. Honoka réalise que la fille est en fait la vice-présidente du conseil des élèves de leur école et qu'elle est une sorcière d'atelier, tout comme Ayaka. Une fois qu'Ayaka a fini sa boisson, il se dirige vers le centre commercial et achète des vêtements. En l'attendant faire du shopping, Honoka voit une jolie fille aider un enfant perdu et s'approche. La fille le fixe du regard, sort un carnet et confirme qu'il est bien le même gars que sur ses photos. Elle donne alors un coup de pied à l'enfant perdu comme un PNJ et saute sur Honoka avec une épée, révélant qu'elle est une sorcière de la tour. Ses amis apparaissent derrière elle et attaquent Ayaka. Ayaka les pulvérise avec du feu et intervient pour sauver son précieux garçon princesse. L'une des sorcières de la tour sort un pistolet et utilise ce qu'elle appelle le Gun no Jutsu, tirant directement sur eux. Ayaka répond avec un mode cap par balle, style Batman, et bloque absolument chaque tir. Puis elle réalise un mouvement, comme le pistolet de feu d'Ace, et les brûle complètement. Après cela, elle s'approche avec Honoka dans ses bras, et laisse les sorcières s'enfuir comme si elles étaient dans un film d'espionnage. Une fois qu'ils ont fini au centre commercial, ils continuent de marcher vers l'école. Honoka s'excuse de l'avoir entraîné dans tout ce chaos, il demande s'il serait plus sûr de juste l'enfermer ou de le sceller quelque part, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter de choses comme ça, elle le protégera toujours. Puis elle dit qu'il ferait mieux de commencer à étudier dur, car être son apprenti ne sera pas une promenade de santé. En entendant cela, Honoka s'enthousiasme et dit qu'il est prêt à devenir plus fort. Bientôt, ils atteignent l'école, et Ayaka révèle que l'école est en fait l'un des ateliers. Elle l'amène au bureau de la directrice pour rencontrer sa mère, Kazan. Kazan réprimande Ayaka pour avoir tout cassé au centre commercial et demande quel genre de sorcière d'atelier casse les affaires des autres. Elle dit à Honoka que c'est une tradition pour les sorcières d'atelier de présenter leurs apprentis à leur maître le premier jour. Et c'est pourquoi elle a fait en sorte qu'Ayaka l'amène. Le lendemain, Ayaka emmène Honoka s'entraîner, mais en chemin, ils sont pris en embuscade par Tanpopo et son équipe Rocket Knockoff. L'une d'elles se demande s'il est intelligent de combattre Ayaka, car elle est presque impossible à battre, mais Tanpopo dit qu'elles vont utiliser la formation Rapid Stream, ce qui signifie en gros charger, comme des hommes des cavernes sans le moindre plan. Ayaka dit à Honoka de faire attention, et puis envoie les squads loufoques voler dans les airs comme la Team Rocket dans Pokémon. Bien sûr, Honoka n'apprend absolument rien en regardant cela. Après cela, ils retournent à l'école, et quand Honoka ouvre son casier, il est frappé par une véritable vague de lettres de haine et de menaces de mort. Quelqu'un a même jeté une poupée vaudou morte qui lui ressemble. Ayaka dit que ce doit être l'œuvre de ses fanboys, et lui dit de ne pas s'inquiéter, ils n'essaieront plus de le blesser. Même ainsi, il peut sentir les regards en colère tout autour de lui, parce qu'il peut s'asseoir à côté d'elle, étudier avec elle pour les examens, faire équipe avec elle en cours de gym, et même marcher vers et depuis l'école avec la fille dont ils rêvent tous. Après l'école, Honoka se prépare à faire de l'entraînement magique. Mais Ayaka marche avec lui jusqu'à l'arrêt de bus et dit qu'elle sait qu'il est fatigué, alors ils feront une pause aujourd'hui. Ils montent dans le bus et rentrent chez eux,
Mais en chemin, Ayaka aperçoit un étrange poisson magique volant à l'extérieur de la fenêtre et vérifie l'affichage du bus. Il est passé du prochain arrêt à un pass. Elle se lève d'un bond et se retourne pour trouver Cronoir, assise au dernier rang. Le bus est maintenant complètement vide. Le chauffeur est parti, et il avance uniquement grâce à sa magie. Elle dit à Honoka de rester calme, puis se tourne pour faire face à Cronoir, qui s'avance et se présente. Ayaka se prépare à lancer une attaque de feu, mais Cronoir la gèle avec un sort appelé Dictatorship. Elle lance un sort puissant sur Ayaka. Mais comme on pouvait s'y attendre, cela la laisse sans même une égratignure. Honoka ne comprend pas à quel point Ayaka est vraiment forte, alors il saute bêtement devant elle pour la protéger. Cronoir rit de la stupidité de cela et dit que peu importe les efforts de quiconque, Ayaka ne peut absolument pas être blessée. Puis elle s'approche calmement et poignarde Honoka en plein ventre. Il tombe à genoux, pleurant de douleur, mais elle lui dit d'arrêter de faire semblant et de se lever. Honoka est confus, mais remarque alors que ça ne fait pas mal du tout, et qu'il ne saigne même pas. Juste à ce moment-là, Ayaka s'effondre sur le sol, et il voit qu'elle saigne du même endroit où il a été poignardé. Cronoir explique que c'est à cause d'une capacité spéciale appelée transfert de dégâts, ce qui signifie que tout mal destiné à lui va directement à elle, à la place, tant qu'ils sont proches. Elle continue en disant que la raison pour laquelle Ayaka a cette capacité est qu'elle a fait un contrat avec lui. Ce contrat lui permet d'utiliser le pouvoir spécial qui se trouve en lui pour devenir une sorcière imbattable. Mais en retour, elle doit le protéger de tout danger. Puis elle dit que s'il veut vraiment la sauver, tout ce qu'il a à faire est de lui donner plus de pouvoir en utilisant la substance blanche qui se trouve en lui. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez. Elle parle d'un esprit en lui, comme le renard à 9 queues dans Naruto. Elle lui tend un bonbon lumineux et lui dit de le manger s'il veut débloquer son vrai pouvoir. Elle essaie de le lui faire manger de force, mais Ayaka n'est pas sur le point de laisser un petit bizarre voler le premier baiser de son animal, alors elle tire une explosion de flammes vertes qui repousse Cronoir. Oui, tout fonctionne grâce à une pure armure scénaristique. Puis Ayaka dit à Honoka qu'elle va se transformer en quelque chose de différent pendant un moment. Elle prend une partie de son pouvoir et se transforme en la reine du feu la plus sexy de tous les temps. Avec des flammes vertes lumineuses et des pouvoirs de dragon, elle domine rapidement Cronoir et transperce son bouclier et sa gorge. Mais même après cela, Cronoir s'échappe et les laisse derrière à l'arrêt de bus. Honoka se réveille le premier et voit que la blessure d'Ayaka a disparu, mais elle n'ouvre toujours pas les yeux. Il l'emmène à l'hôpital et l'infirmière dit qu'elle est juste très fatiguée et se réveillera bientôt. Plus tard, quand il rentre chez lui, il trouve un petit bonbon emballé dans sa poche. C'est l'orbe magique que Cronoir a essayé de lui faire manger. Il décide de le cacher à Ayaka et le range dans son tiroir, au cas où il en aurait vraiment besoin un jour. Il se met aussi à réfléchir à ce que Cronoir a dit sur le contrat d'Ayaka avec lui, et si ça veut dire qu'elle le connaissait déjà avant même qu'ils ne se rencontrent à l'école. Le lendemain, Ayaka réserve toute la salle de sport, rien que pour leur séance d'entraînement. Elle donne à Honoka son propre uniforme d'apprenti sorcier et commence à lui expliquer ce qu'il fait. Elle lui dit d'essayer de sauter, alors il s'exécute. À sa grande surprise, il se sent super léger et saute presque jusqu'au plafond du gymnase. En redescendant, Ayaka le rattrape façon princesse, puis lui dit d'essayer de la tenir de la même manière. Honoka la soulève et remarque qu'elle est vraiment légère. Et elle explique que la robe qu'il porte rend leur corps presque sans poids. Ensuite, elle lève sa main droite et tourne légèrement son poignet, et un balai magique apparaît dans sa main. Elle lui dit que le balai est caché dans la cape et peut être invoqué avec ce geste de la main. Honoka essaie, mais au lieu d'invoquer un balai, il n'invoque que de la déception, car rien n'apparaît. Puis, l'alarme d'Ayaka sonne, elle dit que leur temps est fini. Soudain, des élèves ouvrent les portes et entrent au gymnase pour s'entraîner. Honoka panique et lui dit qu'ils devraient se cacher avant que quelqu'un ne les voie avec ses tenues d'otaku. Mais à sa surprise, personne ne semble les remarquer. Il se demande s'il est devenu si invisible que les gens ne le voient même plus. Ayaka explique que c'est en fait à cause des robes. Elles ont un charme spécial qui fait que les gens les ignorent, et les autres évitent naturellement de les heurter aussi. Après ça, elle lui demande s'il a le vertige, puis il attrape et s'envole sur son balai. Elle dit qu'ils voleront jusqu'à ce qu'il apprenne à invoquer son balai. Elle explique que les sorcières d'atelier volent généralement comme ça pour vérifier les problèmes dans leur zone. Elle ajoute aussi qu'à tout moment, 5 puissantes sorcières patrouillent leur école pour la protéger du danger. Après avoir volé un moment, assez pour une sieste, Ayaka retourne vers l'école, mais Honoka pointe en bas et lui dit d'arrêter. Il voit un enfant se faire intimider et voler, et dit qu'il faut l'aider. Ayaka lui dit que c'est une affaire de police, pas de sorcières. Les sorcières doivent arrêter les sorcières maléfiques, pas les problèmes des gens normaux. Et puis, elles ne doivent pas révéler leur existence. Honoka n'aime pas cette règle et invoque finalement son balai, plongeant dans l'action. Il manque de finir la série en s'écrasant, mais s'en sort de peu. Il percute les brutes comme un accident et les met à terre. Il se relève, l'encercle
et se préparent à le tabasser jusqu'à ce qu'Ayaka arrive et les grille tous avec sa magie. Honoka lui rappelle qu'ils ne doivent pas attaquer les gens normaux, mais elle dit que ces gars-là étaient des sorciers, et c'est pourquoi ils pouvaient le voir même avec la robe. Il s'avère que la fille qui se faisait voler est amie avec la petite sœur d'Honoka, Kazumi, et elle n'est pas une sorcière, donc elle n'a rien remarqué de la magie. Pendant ce temps, à Rothenberg, Méduse est gardée sous la plus haute sécurité possible. Mais elle réussit à briser le sceau et s'échappe de prison. Les premières personnes qu'elle visite, ce sont ses élèves, l'équipe Tanpopo Rocket. Mais avant de les trouver, on voit Tanpopo et son équipe au restaurant, élaborant un plan pour capturer Honoka et vaincre Ayaka. Ce n'est pas facile, Ayaka est inarrêtable, et Honoka semble dégager un charme magique qui la colle à lui comme un animal loyal. En parlant, Rin suggère une idée. Au lieu de s'en prendre à Ayaka, elle devrait attendre qu'Honoka soit seule et l'attraper. L'équipe accepte cette nouvelle approche. Alors qu'elles partent, Cronoir apparaît et dit qu'elle aimerait se joindre à leur petit plan. Le lendemain matin, Honoka se réveille, descend et se prépare pour l'école. Sa sœur Kasumi lui dit bonjour et l'aide à arranger ses cheveux, peigne et sèche-cheveux. Pendant ce temps, elle lui demande l'appel qu'il a reçu d'une fille le week-end dernier. Honoka ne veut pas admettre que la fille la plus populaire l'appelle maître. Alors il invente un mensonge et dit que c'était un système d'appel de classe, son numéro était avant le sien. Elle a appelé pour dire que lundi serait sympa. Kazumi lève un sourcil et demande pourquoi il a couru de la maison après cet appel. Honoka commence à transpirer. Il invente une autre excuse faible, mais elle comprend et le prévient qu'elle pourrait lui faire sauter les cheveux avec le sèche-cheveux. Puis elle dit qu'elle sait qu'il était sorti avec Ayaka et qu'elle entend des choses à l'école. Elle se fait taquiner parce que son frère prend tout le temps de la princesse. Elle lui demande carrément quelle relation il a avec elle. Honoka essaie de trouver quoi dire, mais leur mère, Komachi, les appelle pour le petit déjeuner, et Kasumi le laisse tranquille, le prévenant qu'elle continuera cette conversation dans sa chambre ce soir. Pendant ce temps, Ayaka attend à l'arrêt de bus, prise en embuscade par 3 sorcières de Tanpopo. Après le petit déjeuner, Honoka se souvient qu'il devait la rencontrer tôt et sprint à l'arrêt. En chemin, il est piégé par Tanpopo et ses soldats lapins jouets. Ils le clouent au sol et elle lui dit que pendant qu'il est là, ses amis tabassent Ayaka, car elles connaissent sa faiblesse. Cronoir a révélé le secret. Ayaka perd son invincibilité si elle est loin d'Honoka. Alors 2 soldats sont projetés dans le ciel par une jambe massive. Tanpopo lève les yeux et voit une peluche d'ours géante jouer avec ses soldats. Et oui, c'est l'œuvre de Kazumi. Elle est aussi une sorcière d'atelier. Tanpopo est furieuse que son plan s'effondre et sort un soldat lapin géant. L'affrontement des géants, ours contre lapin, débute. Au début, l'ours semble gagner, mais le lapin fait le coup des yeux tristes. Prenant l'ours au dépourvu et lui donnant un coup surprise dans l'œil, la bataille devient folle. L'ours essaie de plaquer le lapin, puis le fait tourner comme une toupie dans les câbles. Le lapin rebondit avec des gants à pointe et du gaz. Finalement, les 2 tentent un crochet du gauche, mais l'ours frappe le premier et assomme le lapin. Soudain, un T-Rex squelettique charge avec un tacle. Kazumi se retourne. C'est quel genre de Pokémon? Et réalise que c'est Rin avec son mort-vivant. Maintenant, 2 contre 1. Tanpopo et Rin l'encerclent. Mais Kasumi sort son coup secret. Surprise, Mère Flipper et fait grandir son ours taille titan. Elle écrase le lapin et le squelette sous un pied et détruit plus de bâtiments que des terroristes le 11 septembre. Après ça, Kasumi descend de son ours géant et marche vers Honoka, qui était allongé par terre comme en soirée cinéma souhaitant du popcorn. Il demande ce que c'était et elle lui demande ce qu'il en pense, qu'il a protégé tout ce temps quand la princesse n'était pas là. À la mention d'Ayaka, Honoka lui prend les mains et dit qu'il faut la secourir. Mais Kasumi lève les yeux au ciel et dit qu'Ayaka n'a pas besoin d'être sauvée, juste de vacances, et pointe Ayaka, assise sur la patte de l'ours, lisant son livre. Ayaka descend et Honoka court vers elle, la remerciant d'être saine et sauve et d'avoir combattu. En voyant ça, Kazumi s'agace et dit que c'est elle qui mérite un merci, puis elle dit à Ayaka qu'elles avaient convenu que Kazumi le protège les week-ends et vacances, et qu'Ayaka s'occupe de lui à l'école et au bus. Mais Ayaka a rompu l'accord en le sortant le week-end. Pendant qu'elle se dispute pour le garder, Honoka réalise quelque chose. Tout ce que Kasumi avait dit plus tôt sur le fait d'être intimidée et de ne pas savoir pour eux était inventé. Elle sourit et dit que le taquiner est son travail de petite sœur, puis elle devient sérieuse
et dit à Ayaka que la directrice les a avertis, plus de 30 sorcières des tours sont en ville. Et même si elles n'ont pas bougé, cela signifie que quelque chose d'énorme arrive. Pendant ce temps, on voit Kazan allumer la télé pour voir la moitié de la ville rasée par l'affrontement ours-lapin. Elle soupire et se demande jusqu'où elle devra s'endetter pour réparer ce désordre. De retour en ville, Ayaka dit à Honoka qu'elle veut le protéger à plein temps et qu'ils devraient emménager ensemble. Ailleurs, Cronoir prépare encore quelque chose, elle envoie son garçon Croco traquer les sorcières des tours et les rassembler à sa base. Au même moment, Kazune reçoit un appel de Rothenberg. C'est à propos de Méduse, elle s'est enfuie. Le lendemain, Ayaka va chez Honoka et Kasumi pour demander à leur mère si elle peut garder Honoka 24h24. À leur surprise, leur mère, Komachi, accepte instantanément et partage une histoire de ses jours d'école. Elle dit qu'au lycée, elle est devenue très amie avec une fille forte, dente de dragon. Cette fille s'est avérée être la mère d'Ayaka, Kazune. Les deux sont devenus si proches qu'elles voulaient lui se marier, mais comme ce n'était pas 2023, elles ont dû épouser des hommes. Alors elles ont promis de marier leurs futurs enfants, ce qui signifie qu'Honoka et Ayaka étaient fiancés avant leur naissance. Kasumi refuse d'accepter ça et dit qu'elle ne laissera pas son frère partir si facilement. Komachi lui dit qu'elle doit grandir et que tout ce qu'elle fait, c'est le faire travailler pour elle toute la journée. Kasumi dit que c'est son droit de petite sœur, mais quand ça ne marche pas, Komachi la plaque au sol et la retient, criant à Honoka de prendre ses affaires et fuir. Après ça, Ayaka et Honoka sortent ensemble, et elle lui demande s'il est d'accord de vivre avec elle. Il dit « Il n'y a pas un gars au monde qui ne voudrait pas ça ». Puis il dit que tout ça semble étrangement nostalgique. Ayaka essaie de finir sa pensée, comme s'ils s'étaient rencontrés il y a longtemps, mais ils ne peuvent pas se souvenir quand. Elle dit que ses souvenirs sont flous, mais la seule chose dont elle se souvient clairement est sa mission de le protéger, avec tout ce qu'elle a. Et maintenant, elle croit que quelqu'un proche de leur pouvoir a fait ça, comme si tout faisait partie d'un plan plus grand. Bientôt, sa voiture arrive, et le chauffeur leur ouvre la porte. Honoka réalise qu'être la fille de la directrice signifie qu'Ayaka est sérieusement riche. Ils arrivent chez elle, ou plutôt dans son bâtiment, un vrai royaume. Ils entrent et sont accueillis par 1 millier de femmes de chambre. Ayaka dit que sa chambre est à l'un des étages, alors ils prendront l'ascenseur. En montant, Honoka se demande qui vit dans une maison de 41 étages. Ils atteignent enfin sa chambre, mais quand ils ouvrent la porte, ils trouvent 3 femmes de chambre déjà transformées en pierre. Derrière elle se tient Méduse, qui dit en avoir marre d'attendre. Ayaka entre et dit à Honoka de rester au 12e étage. Elle ferme les portes de l'ascenseur. Elle se transforme en sa forme de combat maniant les flammes et combat Méduse avec tout ce qu'elle a. Pendant ce temps, Honoka se tient derrière la porte, confus pourquoi Ayaka l'enverrait loin, elle qui insiste pour qu'il reste près. Il se dit que l'ennemi est trop fort cette fois. Puis il se souvient que s'il s'éloigne d'Ayaka, elle perdra son invincibilité. Alors au lieu de l'écouter, il décide de faire ce qu'il fait de mieux. Ignorer complètement les instructions. Soudain, la porte de l'ascenseur fond, et Ayaka tombe au sol. Elle dit à Honoka de prendre son balai et de fuir, parce que dans des batailles comme ça, il est juste un personnage secondaire qui finit aplati. Mais Méduse ne les laisse pas s'échapper, elle jette un sort et change Ayaka en pierre. Honoka la supplie de libérer Ayaka et dit qu'il fera tout ce qu'elle veut, mais Méduse dit qu'elle n'est pas stupide comme lui. Puis Honoka se souvient du bonbon qu'il a encore, celui qu'il a apporté en emménageant. Il le sort et l'avale, débloquant l'énergie blanche cachée en lui. Aussitôt, une femme aux cheveux blancs, vampire, apparaît et se présente comme la princesse blanche et Vermilion. Méduse la charge, mais Vermilion la projette hors du bâtiment, et la majeure partie de celui-ci, avec un aperçu de son pouvoir. Pendant ce temps, Kazune regarde par sa fenêtre, espérant un moment de paix, juste à temps pour voir son immeuble de millions exploser en morceaux. Elle soupire et se dit que Méduse est derrière ça, puis dit à son assistante de rassembler toutes les sorcières pour une chasse à grande échelle. De retour sur les lieux, Evermillion dit à Honoka qu'Ayaka a été changé en pierre, car il a perdu foi en sa force. Pour annuler la malédiction, il doit croire en elle à nouveau, lui donner un baiser d'amour véritable, comme dans Blanche-Neige. Elle disparaît ensuite, lui rappelant de ne pas l'appeler, sauf si c'est important. Juste après, Méduse revient, cette fois avec du renfort, l'équipe Tanpopo Rocket est de retour. Honoka embrasse Ayaka, brisant sa malédiction de pierre, puis s'accroche à elle comme un cafard durant la bataille qui suit. Ayaka anéantit l'équipe Rocket d'une explosion et combat Méduse en 1 contre 1. Elle se donne à fond, à égalité. Méduse essaie de la changer en pierre, mais Ayaka brise le sort avec le pouvoir du feu, des sentiments et de l'armure scénaristique. Pendant qu'elles se battent en plein air, Honoka a sommeil. Et oui,
Il s'endort en serrant Ayaka, parlant de poids mort. Plus tard cette nuit, il se réveille à l'infirmerie et voit Ayaka assise à côté de lui. Il demande si tout ça était un rêve. Elle dit non, tout était réel. Puis elle tire le rideau pour révéler Méduse et ses élèves allongés paisiblement dans le lit d'à côté. Honoka panique, mais Ayaka lui dit qu'elle expliquera tout plus tard et qu'ils ne sont plus ennemis. Elle referme le rideau, se penche et l'embrasse, disant qu'elle lui rend l'appareil. Plus tard, il décide donc de retourner chez Honoka, puisque la maison d'Ayaka a été réduite en miettes. Kasumi sort pour la nuit, après avoir été convoqué par Kazune. Ayaka et Honoka rencontrent sa mère à la maison. Le lendemain matin, Kasumi revient après avoir cherché Méduse toute la nuit et échoué. Elle décide de vérifier Honoka et entre dans sa chambre pour trouver Ayaka assise sur lui, vérifiant le seau sur sa poitrine. Elle s'énerve en sachant que sa mère a permis à Ayaka de rester et commence à être impolie avec elle à table. Komachi n'en peut plus et tombe dans une profonde bouderie. Honoka réprimande Kazumi pour son manque de respect et lui dit de s'excuser. Honoka appelle son travail pour dire qu'elle est malade et ne viendra pas, puis part pour l'école. De retour à l'école, le conseil des élèves et le fan club d'Ayaka se réunissent. La présidente perd la tête. Ça fait 2 semaines qu'Honoka s'est rapprochée de leur princesse et personne n'a rien fait. Elle se tourne vers la vice-présidente, mais elle refuse d'agir. Elle dit à la présidente de se calmer, car Ayaka a dit qu'elle ne laisserait personne toucher Honoka. N'aimant pas cette réponse, la présidente se tourne vers leur conseiller, le professeur Kaiokairo Sensei, et le confronte. Elle dit qu'il n'est devenu conseiller que parce qu'il était trop lâche pour dire non et qu'elle en a marre de son inutilité. S'il ne fait rien pour Honoka, elle fera voter tout le conseil pour le faire virer. Plus tard ce matin, Kaiokairo approche Ayaka et Honoka et demande à leur parler au laboratoire de sciences. Là, il leur dit qu'il est le conseiller du conseil des élèves et qu'Honoka est devenu un problème. Il dit qu'Honoka ne sait pas ce qu'Ayaka était en première année, puisqu'il a été transféré tard. Il explique que chaque année, au festival d'automne, les élèves votent pour que le meilleur élève soit le modèle de l'école, le visage de Tojisu High. Ils choisissent le gagnant selon l'apparence, les notes, les capacités athlétiques, le charisme et la présence. Le gagnant est couronné prince ou princesse. Il dit ensuite que le problème est que si des rumeurs étranges circulent sur le gagnant, les choses se compliquent, surtout si elles impliquent un gars. Honoka essaye de défendre la réputation d'Ayaka. Mais Kaiokairo dit que peu importe leur vraie relation, Ayaka ne lui appartient pas. Elle appartient à l'école. Il demande à Honoka de s'éloigner. Honoka se sent incertain, mais Ayaka lui dit de ne pas avoir l'air si abattu. Elle explique que la tradition vient d'une vieille légende sur un ange venu sur Terre et ayant suivi des cours, c'est pourquoi le rôle de princesse est si important. Kaiokairo est d'accord et dit que la hiérarchie de l'école est comme ça. Directrice, princesse, conseil des élèves, professeur, puis élève. Ayaka, fille de la directrice, occupe déjà 2 des postes les plus élevés. Personne ne peut lui dire quoi faire. Mais le problème, c'est qu'il pourrait être viré par le conseil. Ayaka dit qu'elle a un plan et qu'ils doivent juste accélérer les choses. Kaiokairo dit qu'il est soulagé d'entendre ça, mais qu'ils doivent parler de la vraie raison pour laquelle il les a appelés là. Il sort un outil magique et téléporte Honoka, et lui-même, dans une autre dimension. Il lui dit de ne pas paniquer, puis sort un petit orbe similaire au bonbon magique de Croc-Noir. Il dit que c'est une version plus faible et plaisante que le vrai a été difficile à avaler. Honoka est choqué de n'avoir jamais parlé de ce bonbon à personne, sauf Ayaka. Kaiokairo explique qu'Honoka a invoqué la princesse blanche avec un de ses bonbons, et que ça a brisé un des 5 sceaux qui la retenaient. Il dit que la directrice pourrait bientôt devenir une ennemie, même si c'est elle qui lui a permis de vivre une vie libre. Elle n'a accepté qu'à une condition. Les 5 sceaux devaient rester intacts. Maintenant qu'un est brisé, les autres tomberont aussi, et personne ne peut l'arrêter. La seule issue serait de sceller Honoka avec la magie de la directrice. Heureusement, elle est occupée à gérer Méduse et ne le sait pas. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'apprenne la vérité sur les sceaux et sur Méduse protégée. Kaiokairo dit qu'il veut vraiment juste aider. Si Ayaka n'était pas impliquée, il se serait occupé d'Honoka, comme son tuteur. Il demande à Honoka de laisser Ayaka et de venir avec lui. Honoka n'hésite même pas. Alors Ayaka brise la barrière dimensionnelle, plaque Kaiokairo au sol avec sa lame et tire Honoka. Kaiokairo survit avec un sort de substitution classique et s'échappe. Juste après, Ayaka emmène Honoka à la salle des haut-parleurs et lui fait annoncer que tous les élèves se retrouvent au gymnase. Une fois que tout le monde arrive, elle monte sur scène et pour la première fois, montre un intérêt pour la politique scolaire. Elle fait un discours audacieux sur l'importance qu'elle accorde à l'avenir de l'école,
puis destitue l'actuel président, son nouveau président choisi, nul autre qu'Honoka. Ayaka se nomme ensuite nouvelle vice-présidente et donne à l'ancienne le titre déclassé de vice-vice-présidente. Plus tard, Honoka se tient devant le conseil des élèves et fait un court discours. Il admet que la plupart ne l'aiment pas en ce moment, mais il promet de gagner leur respect avec le temps et espère qu'ils l'accepteront vraiment. Pendant ce temps, Kazumi n'en peut plus. Elle en a marre qu'Ayaka vole son frère. Alors elle décide de reprendre Honoka de force. Elle construit un piège extravagant et les suit après l'école. Quand les deux entrent dans un magasin de jouets et qu'Honoka sort prendre l'air, elle le kidnappe avec son ours géant, lance une voiture sur Ayaka, puis l'assomme avec des injections soporifiques. Ensuite, elle fixe des ailes d'avion à l'ours en utilisant des morceaux de leur maison et s'envole vers les bois. Elle dit qu'ils vivront là, seuls, juste tous les deux. Elle lui révèle avoir entendu l'avertissement de la professeure. La directrice se retournera contre lui et sa fille le fera probablement aussi. Juste à ce moment-là, une ombre géante apparaît au-dessus d'eux. Ils lèvent les yeux et voient un dragon massif fondre sur eux, monté par nul autre qu'Ayaka. Elle en a fini de jouer les personnages secondaires et devient une véritable héroïne d'action, lançant des sorts de feu d'en haut. Kasumi essaie d'esquiver, mais cela provoque l'explosion de la moitié de la ville. Finalement, l'ours s'écrase contre un bâtiment et tout le monde tombe. Ayaka saute et les sauve tous, les rattrapant et amortissant leur chute. Elle les ramène à la maison et les met au lit. Cette nuit-là, Honoka se réveille et s'excuse pour les actions de sa sœur. Ayaka hausse les épaules, disant que tout ce que Kazumi a fait, c'est lancer une voiture et l'assommer avec quelques mots. Elle la respecte en fait pour être une sœur si protectrice. Puis elle lui demande en plaisantant s'il aimerait qu'elle agisse aussi comme une petite sœur. Honoka rit et dit qu'elle serait plutôt comme sa grande sœur. Ils s'amusent toute la nuit avec cette idée jusqu'à ce qu'Ayaka s'ennuie et s'endorme. Honoka la laisse se reposer dans son lit, puis regarde tristement les jouets qu'il avait achetés pour elle et Kasumi, remarquant qu'ils ont été détruits pendant le combat. Pendant ce temps, Kamachi décroche son téléphone et entend la voix de Kazan. Elle vient parler avec Ayaka et son fils. Le lendemain matin, Kazan arrive et va faire du shopping avec Kamachi et Kasumi. Ayaka se lève tôt et prépare le petit déjeuner pour Honoka. Il se réveille à l'odeur de la nourriture et la voit dans la cuisine. Il admire discrètement sa beauté et la rejoint pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, Tanpopo et son groupe, qui vivent maintenant avec Medusa chez Honoka, complotent pour le capturer. Ils demandent à Medusa pourquoi elle suit soudainement les ordres d'Ayaka. Medusa répond qu'ils ont perdu loyalement, et selon les règles, ils doivent obéir au vainqueur. Tant que leurs objectifs s'alignent, elle n'a aucune raison d'agir pour l'instant. Mais si les autres veulent toujours tenter quelque chose, ils sont les bienvenus pour tenter leur chance quand Ayaka n'est pas là. Alors ils se faufilent à l'étage et attendent devant la chambre d'Honoka, espérant qu'Ayaka parte. Mais à leur surprise, elle reste éveillée à ses côtés toute la nuit, et ne part que pour préparer le petit déjeuner. Apparemment, elle n'a pas besoin de dormir comme les gens normaux, juste une autre de ses compétences surpuissantes. Plus tard, dans le salon, Honoka et Ayaka parlent de leur mère, puis sortent chercher le linge quand il commence à pleuvoir. À ce moment-là, Kazan et les autres reviennent. Ayaka sort les accueillir tandis qu'Honoka va se sécher dans la salle de bain, seulement pour y entrer et tomber sur Mei et les autres. Ils l'accusent d'être un pervers et le traînent dans le hall principal. Tout le monde les voit, et Kazan réagit rapidement. Elle assomme Kimachi et Kasumi. Puis elle se tourne vers Ayaka et dit qu'il est temps de les capturer et de découvrir où Medusa se cache. Ayaka et Honoka invoquent la halle leur balai, mais au lieu de s'enfuir, Ayaka se retourne et affronte sa mère. Kazan dit à Honoka de la faire arrêter d'être têtue, mais Honoka se souvient de ce que Kyokairo a dit, Ayaka cachait Medusa depuis le début. Pourtant, il décide de lui faire confiance et dit qu'ils ne peuvent pas se laisser attraper. Ayaka accepte et appelle Medusa pour activer leur accord maintenant. Medusa apparaît, mord Ayaka, et les deux fusionnent. Honoka s'évanouit et a une vision de ce qui s'est réellement passé lorsque Medusa a attaqué pour la première fois. Elles ont fait un contrat. Medusa donnerait ses pouvoirs à Ayaka, et en retour, Ayaka la protégerait, elle et ses élèves, jusqu'au bon moment. Mais Kazan ne comprend pas pourquoi elles ont fusionné et commence à crier des absurdités. Medusa se moque d'elle, et le combat commence. Kazan balance son balai. Ayaka bloque et essaie de la transformer en pierre, mais Kazan la saisit par le col et la projette au sol. Ayaka parvient tout de même à la pétrifier et s'éloigne en s'excusant. Soudain, Kazan se libère du sort de pierre par pure volonté, donne un coup de pied à Ayaka par derrière et la saisit à nouveau. Elle lui dit que ce n'est pas suffisant pour l'arrêter et souligne qu'Ayaka est déjà à bout de souffle. Elle explique que son invincibilité était liée à Evermillion et qu'en fusionnant avec Medusa, considérée comme impure, elle a perdu ce pouvoir. Puis elle lui dit de se préparer à une raclée. Mais Honoka utilise sa magie pour échanger sa place avec Ayaka et encaisse le coup lui-même. Plus tard, il se réveille ligoté dans une cellule avec Ayaka. Elle essaie de faire fondre les barreaux, mais échoue. Elle lui dit qu'ils sont dans l'une des salles de punition de sa mère et que sa fusion avec Medusa est terminée. C'est un énorme problème.
Medusa est probablement interrogée en ce moment, et tout pourrait être révélé. Elle lui dit que sa mère a dit un jour que tant que les sceaux resteraient intacts, Honoka serait en sécurité à l'école. Mais maintenant qu'ils se défont, il est officiellement une menace. Leur seule option maintenant, battre sa mère dans un combat. Elle dit que Kazan a en fait un fort sens de l'honneur s'ils la battent loyalement. Elle écoutera la raison. Honoka pense à quel point ils ont été malmenés plus tôt et se demande comment cela va se produire. Mais Ayaka dit qu'il y a encore une chance, tout dépend de son pouvoir. Pendant ce temps, de retour à l'école, Kazan joue au shogi avec Cronoir. Cronoir demande nonchalamment des nouvelles de Medusa. Kazan soupire et dit qu'elle était impatiente de l'interroger. Mais ensuite, des sorcières de Rothenberg sont arrivées avec des ordres officiels et ont placé Medusa en garde à vue. Alors qu'elle sirote son thé et boude à cause de la séance de torture manquée, le bâtiment de son école explose. Elle regarde dehors et voit Ayaka et Honoka debout sur les décombres. Elle s'envole et crie à nouveau sur Ayaka pour avoir détruit un autre bâtiment. Ayaka lève simplement son épée et dit qu'elle la vaincra. Kazan demande pourquoi Ayaka essaie de la combattre et lui dit d'arrêter de faire des bêtises, de mettre son uniforme et de descendre des décombres. Elle les réprimande tous les deux pour s'être évadés de prison et dit qu'ils rentrent à la maison et que demain, ils nettoieront le désordre. Ayaka et Honoka s'éloignent, soulagés qu'elle n'ait rien découvert sur les sceaux. Cette nuit-là, Honoka et Ayaka dorment dans le même lit. Mais ne vous inquiétez pas, rien ne se passe, parce qu'ils sont proches. Honoka fait un rêve étrange qui lui montre des souvenirs du passé d'Ayaka. Il voit le moment où Kazan a fait venir les filles de deux sorcières pour qu'elles deviennent les amies d'Ayaka et l'aident à s'intégrer. Ces deux-là deviendraient plus tard ses premières fans loyales, ainsi que la troisième membre et vice-présidente du conseil étudiant. Kani et Tuko deviennent proches d'Ayaka et remarquent que même si elle a des difficultés sociales, elle est incroyable dans tout le reste. Charme, notes et sport. Avec le temps, elles l'admirent tellement qu'elles forment un véritable fan club qui conduit finalement Ayaka à devenir la princesse officielle de l'école. Mais un jour, Ayaka voit Honoka passer devant elle avec sa sœur et quelque chose s'allume en elle. C'est le moment où elle est allée voir sa mère et a dit qu'elle avait trouvé la personne qu'elle était censée protéger. Et c'est ainsi qu'Ayaka a commencé son voyage en tant que gardienne d'Honoka. Le lendemain matin, Kazumi se réveille, erre dans la cuisine et essaie de se souvenir de ce qui s'est passé hier. Elle ouvre la porte et voit la table à manger pleine de l'équipe, Tanpopo, Rocket. Il s'avère que Kazan les a laissés partir. Elle ne se souciait que de Medusa. Et comme ils n'avaient nulle part où aller, ils ont simplement emménagé. Kazumi n'est pas contente. Après s'être préparée, elle se dirige vers la chambre d'Honoka pour le réveiller et trouve une fois de plus Ayaka sur lui, cette fois habillée en infirmière, disant qu'elle vérifie son sceau. Après le petit déjeuner, tout le monde se rend à l'école. On dirait que les choses sont revenues à la normale. Le casier d'Honoka est plein de courriers haineux et de lettres lui demandant de quitter le conseil étudiant, et comme d'habitude, il se trompe dans ses réponses en classe, même s'il essaie. Au déjeuner, Honoka et Ayaka se dirigent vers la cafétéria. Soudain, ils entendent du verre se briser et se précipitent en bas pour trouver des élèves en train de saccager l'école. Le chaos éclate. Des motos dans les couloirs, des élèves vendant des cigarettes, c'est une véritable rébellion. Honoka demande ce qui se passe et Ayaka dit que ça ressemble à un soulèvement. Tanpopo dit que c'est sa faute en tant que président du conseil étudiant. Puis, il voit Tuko poussé au sol par une fille nommée Rinon. Elle tend une note à Honoka, exigeant qu'il vienne seul au gymnase à 14h30. Le ton de la lettre ne semble vraiment pas amical. Tuko explique que lors de sa patrouille de nuit, elle a vu l'ancienne présidente du conseil étudiant dans un bar avec Rinon. Elle a affirmé qu'Honoka lui avait volé sa position et dirigeait maintenant l'école comme un dictateur. Ayaka dit à Tuko de la retrouver après l'école. Plus tard, en cours de gym, elle révèle la vérité à Honoka. Rinon est l'une des 5 sorcières d'élite qui patrouillent l'école. On l'appelle la tueuse d'ours. Apparemment, un tigre nommé Lucky Bear s'est échappé du zoo une fois, et elle l'a arrêté à main nue. Ça a été suspendu il y a 2 mois, pour avoir causé des problèmes. Au déjeuner, Honoka dit qu'il suppose que la directrice doit être furieuse à cause de tous les dégâts, mais Tanpopo dit qu'elle est en fait en dehors de la ville. Cronoir est en charge pour l'instant, et elle ne se soucie clairement pas de ce qui arrive à l'école. À 14h30, Honoka se dirige seul vers le gymnase, armé des conseils d'Ayaka, sur la façon dont Rainon se bat. Quand il arrive, il voit le gymnase transformé en ring de combat, rempli d'élèves qui l'encouragent. Honoka essaie de s'en sortir par la parole, mais Rinon dit qu'il a fait du tort à sa meilleure amie et a ruiné son image. Puis elle le frappe fort au visage et le met à terre. Honoka se relève, mais Rinon dit qu'elle va lui donner une leçon devant tout le monde. Elle enchaîne les coups croix de poing, le mettant à terre à nouveau. Puis elle attrape sa cravate et se prépare à porter son coup final signature. Mais c'est là qu'Honoka renverse la situation. Il attendait ce moment grâce au travail de préparation d'Ayaka. Il augmente ses statistiques avec la magie, met Rinon à terre et l'immobilise. Il s'apprête à la frapper, mais s'arrête parce que nous sommes toujours en 2014. Et la chevalerie compte. Juste à ce moment-là, les lumières s'éteignent. Ayaka et l'équipe Tanpopo arrivent. Rinon assomme facilement les sorcières, mais Ayaka la met KO d'un seul coup. Ensuite, il soulève Honoka dans une pose de victoire, tout en portant des capes pour cacher leurs identités. Les lumières se rallument et il semble qu'il ait vaincu Rinon. Il est révélé plus tard qu'Ayaka et l'ancienne présidente avaient tout
planifié une semaine auparavant. Si l'ancienne présidente aidait à la mise en scène, elle récupérerait sa place. Elle s'est un peu trop prise au jeu et a rendu Rinon bien plus en colère que prévu, mais au final, ça a marché. Maintenant, Honoka est le héros qui a battu la tueuse d'ours. Son nom est en vogue en ligne, et les youtubeurs du monde entier réagissent à son combat. C'est une énorme victoire pour Honoka en tant que président du conseil étudiant. Quelques jours plus tard, Ayaka emmène Honoka au sommet d'un grand bâtiment et dit qu'il est temps de l'entraîner au combat magique. Honoka est confus, elle a toujours dit que c'était trop dangereux. Elle dit qu'elle sait qu'il s'entraîne en secret et lui cache des choses, et elle n'aime pas ça. Elle invoque un familier de feu et lui dit de le combattre avec sa magie. Le familier lui lance du feu, le faisant tomber sur les fesses. Ayaka lui dit d'invoquer son propre familier, mais Honoka la regarde comme « Quoi ?» et demande comment. Le familier attaque à nouveau et Honoka se blesse au coude. Ayaka court rapidement pour l'aider, mais Honoka se lève et la repousse. Il lui dit d'être une professeure sévère s'il veut apprendre quoi que ce soit. Ayaka le regarde une seconde, puis le prend et le jette du bâtiment. Elle lui dit d'invoquer un familier volant ou de profiter de la chute, et juste comme ça, Honoka réalise qu'il a vraiment fait une erreur. Alors qu'Honoka tombe, le familier le poursuit, et Ayaka le suit de près, sur son balai. En tombant, Honoka essaie de penser à la chose la plus importante pour lui, quelque chose qu'il pourrait invoquer. Juste avant de toucher le sol, son cerveau se pose sur le souvenir d'Ayaka, en maillot de bain et en tenue d'infirmière. Et d'une manière ou d'une autre, c'est suffisant pour invoquer un avatar magique géant d'Ayaka, en tenue d'infirmière complète. Vraiment, un homme de culture. L'avatar géant d'Ayaka frappe un bâtiment devant eux, ce qui fait accidentellement tomber un mur et expose Kyokairo Sensei, prenant le thé avec Cronoir. Cronoir commente calmement que c'était de la magie sérieuse et qu'Honoka n'aurait pas pu l'utiliser sans briser le deuxième sceau. Elle demande aussi où est passée Kazan, disant qu'elle s'ennuie sans elle. Pendant ce temps, Honoka s'évanouit d'avoir utilisé trop de magie, et Ayaka le ramène à la maison pour se reposer. Ailleurs, Kazan est profondément sous terre, examinant une étrange rune explosive et un tunnel caché. Elle est approchée par Rinon, qui dit que Tuko lui a dit où la trouver. Rinon demande ce qu'elle fait là, et Kazan écoute Rinon dire qu'une sorcière se faisant appeler la messagère de la tour est apparue et a dit que tout le monde en ville est maintenant un otage. Une semaine plus tard, alors que Kazan est toujours porté disparu, Ayaka et Honoka se rendent à l'école pour les examens. Pendant ce temps, Kazan rencontre enfin la sorcière. Son nom est Weekend. Kazan lui dit qu'elle est au courant des bombes et suppose qu'elle est là pour négocier pour Honoka. Weekend hoche la tête, mais dit qu'elle n'est pas là pour faire un marché. Elle commence à expliquer comment fonctionnent les batailles de sorcières. Habituellement, les sorcières ne peuvent se battre qu'entre elles, mais ne peuvent pas nuire aux civils. C'est à cause d'une énorme barrière protectrice que Kazan a placée sur toute la ville. Quand quelqu'un est blessé, la magie de Kazan s'active et les protège. Grâce à son énorme réserve de mana et sa récupération rapide, elle peut maintenir le bouclier indéfiniment. Mais ensuite, Weekend demande ce qui se passerait si toute la ville explosait d'un seul coup. Même avec tout ce mana, protéger tout le monde pourrait finalement épuiser Kazan. Et une fois qu'elle sera à terre, Weekend aura le temps de s'en prendre à Honoka. Juste après avoir dit cela, elle déclenche des bombes runiques cachées partout dans la ville. Les explosions rasent tout, mais la barrière sauve les civils. Pourtant, Kazan s'effondre à cause de la surcharge magique. Weekend révèle qu'elle était aussi derrière le fait d'avoir trompé Medusa et Cronoir. Kazan étant hors de combat, elle fait en sorte que son équipe l'emporte et l'enferme dans une cellule. Weekend dit qu'il faudra une semaine pour que sa magie revienne, amplement le temps de jouer avec les élèves. De retour à l'école, Ayaka voit les explosions et attrape Honoka, l'emmenant à l'atelier souterrain de la sorcière. Là-bas, il rencontre Kasumi, qui court et serre son frère dans ses bras. Ils sont accueillis par Tuko, Rinon et quelques autres sorcières chargées de défendre l'école, y compris leur chef, Natsumei, et une ficha nommée Hattori. Honoka demande ce qui se passe, et ils promettent d'expliquer, mais ensuite Natsumei sort soudainement un pistolet et utilise des balles soporifiques de style américain. Elle tire sur Honoka pour endormir Ayaka. Kazumi essaie d'intervenir, mais Rinon l'assomme. Ils disent quand que Honoka doit être scellé jusqu'à ce qu'il sache quel est l'objectif de l'ennemi et où se trouve Kazan. Honoka accepte étonnamment de les suivre et les accompagne dans une salle de confinement sécurisée avec Ayaka. À l'intérieur, il remarque que le plafond est étrangement haut et qu'il y a une lucarne ouverte. Il essaie de s'envoler avec son balai, mais sa magie ne fonctionne pas. Juste à ce moment-là, Ayaka se réveille et dit qu'elle a fait une erreur et que sa mère a dû perdre. Soudain, un jouet tombe de la lucarne et atterrit devant eux. Il s'active et montre un hologramme de Weekend qui dit qu'elle a enfin trouvé Honoka et qu'elle viendra réclamer son nouveau familier. Après avoir vu son visage, Ayaka fait exploser le jouet, détruisant le mur derrière eux. Elle dit à Honoka qu'il s'échappe. La magie ne fonctionne pas en ce moment parce que la ville est en ruine, mais ils trouveront un autre moyen. Ils empruntent un escalier de 2 heures qui les mène à une montagne en dehors de la ville. Mais quand ils atteignent enfin la surface, ils sont accueillis par une horrible vision. Toute la ville est détruite et en feu. Honoka panique et s'en veut. Il dit que sa mère et tout le monde doivent être partis, et que c'est entièrement sa faute parce que l'ennemi était après lui. Mais Ayaka reste calme et lui dit d'arrêter.
Elle explique que personne n'est mort. Lorsqu'un atelier est créé, le chef passe un contrat avec le cœur de la ville. Ce contrat permet à la ville de protéger les civils en utilisant la magie de la sorcière pour se réparer. Puisque la ville est détruite et que la contractante Kazan est partie, aucune sorcière d'atelier ne peut utiliser la magie. C'est pourquoi leur première mission est d'atteindre le centre de la ville et de faire d'Onoka le nouveau contractant afin que les sorcières puissent se battre à nouveau. Pendant ce temps, Natsume et les autres analysent la situation. Tous les civils ont été évacués en toute sécurité et endormis. Kazan est portée disparue et probablement capturée. Sans contractant, aucune sorcière ne peut utiliser la magie et il faudra des jours avant que l'aide n'arrive du quartier général. En même temps, plusieurs sorcières d'atelier sont toujours portées disparues après l'explosion. Juste à ce moment-là, l'une d'elles fait irruption dans la pièce, attachée avec des bombes à retardement. Elle dit que Weekend a capturé un groupe de sorcières et les utilise comme otages pour exiger Onoka. S'il ne le livre pas dans 30 minutes, tout va exploser. Pendant ce temps, Kasumi fait équipe avec Tanpopo et sa bande pour surveiller Weekend, qui se tient sur le terrain de l'école, entouré des sorcières capturées portant des bombes. Tanpopo demande à Kazumi ce qu'elle veut qu'il fasse. Kazumi dit qu'en ce moment, ils sont les seuls à pouvoir encore utiliser la magie et qu'il ferait mieux de commencer à mériter leur séjour chez elle. De retour dans le tunnel vers le cœur de la ville, Ayaka et Honoka continuent d'avancer jusqu'à ce que l'une des alliées de Weekend, Gibraltar, apparaisse. Elle utilise la magie pour invoquer un golem de pierre massif et les projette tous les deux au sol. Gibraltar attrape Ayaka et essaie de porter le coup final, mais Ayaka se relève d'un bond et lui donne un coup de pied en plein visage. Gibraltar rit, pensant qu'un simple coup de pied ne blessera pas son corps blindé, mais elle a tort. Ayaka a été entraînée aux arts martiaux par sa mère et n'a pas besoin de magie pour démolir quelqu'un. Elle bat Gibraltar et continue. De retour à la base de l'atelier souterrain, Natsume essaie de désamorcer les bombes elle-même, mais quand l'horloge atteint 18 minutes, il décide d'affronter Weekend directement. Au même moment, Cronoir se réveille et voit la ville en ruine. Son partenaire lui dit que Weekend est celle qui a divulgué des informations sur Onoka. Cronoir réalise que cela signifie que Weekend a battu Kazan et qu'il n'y a aucune chance qu'elle laisse quelqu'un d'aussi fort s'en aller sans se battre. Natsume et les autres affrontent Weekend et lui disent d'abandonner, mais Weekend sourit et dit qu'il reste moins de 12 minutes s'ils veulent vivre. Elle admet qu'elle n'est pas forte elle-même, mais même s'ils la battent, ils ne pourront pas arrêter les bombes. Kasumi commence à se demander si Weekend ne contrôle pas du tout les bombes, et si quelqu'un d'autre est la vraie menace. Elle part fouiller le bâtiment à la recherche du partenaire de Weekend. De retour dans le tunnel, Onoka atteint le cœur de la ville et suit les étapes d'Ayaka pour faire le nouveau contrat. Le temps est presque écoulé, Rinon et les autres chargent Weekend, et à ce moment-là, ils sentent leur magie revenir. Onoka a terminé le contrat. La magie étant de retour, il désactive toutes les bombes et neutralise Weekend. Il l'enferme dans une cellule de scellement magique, mais elle les surprend en utilisant des grenades physiques pour s'échapper. Elle fait exploser tout l'endroit, portant une armure de fer sous ses vêtements pour survivre. Puis elle rencontre son partenaire et déclenche la dernière vague de bombes, éliminant d'autres sorcières d'atelier. Elle nargue Onoka via son lien contractuel, le défiant de venir les sauver. Onoka essaie de se lever et d'aider, mais Ayaka lui donne un coup de tête et dit qu'elle s'en occupera elle-même. Ailleurs, Kazumi et son équipe tractent le partenaire de Weekend et engagent le combat. Il possède une magie de copie, ce qui lui permet d'utiliser les pouvoirs de son adversaire. Ce qui suit est un combat de style titan, l'ours rose géant de Kasumi contre sa version sombre. Elles s'affrontent dans un duel épique. Kazumi semble prendre le dessus jusqu'à ce que le combat fasse s'effondrer une partie de l'école. Avec Tanpopo et sa bande toujours à l'intérieur, Kazame utilise son ours pour les sauver, mais l'ennemi en profite et la met à terre. La situation semble mal engagée jusqu'à ce que Méduse apparaisse sous sa forme humaine, pétrifie l'ennemi et dise à ses élèves qu'elle les punira plus tard pour leur piètre performance. Elle s'enfuit, poursuivie par les sorcières de Rothenberg. De retour à l'infirmerie, Hattori arrive pour prendre des nouvelles d'Onoka. Ayaka lui dit qu'il a eu une forte fièvre à cause du stress lié à la formation du contrat. Hattori déclare sa mission accomplie et informe Ayaka que Cronoir chasse désormais les sorcières des tours. Elle dit aussi à Ayaka d'arrêter de s'inquiéter autant pour Onoka. Ayaka la remercie et lui demande de veiller sur lui pendant qu'elle va éliminer Weekend une bonne fois pour toutes. Elle saisit son épée et s'envole vers l'église où Weekend se cache. Ayaka ne perd pas de temps et se jette sur Weekend, mais elle est repoussée par une explosion en plein vol. Weekend dit qu'elle n'a pas de capacité brisée comme Ayaka ou Kazan. C'est pourquoi elle a passé des années à poser des bombes partout dans la ville. Maintenant, l'endroit est rempli de pièges. Ayaka n'a aucune chance. Elle continue à se battre. Weekend fait s'effondrer le toit avec une explosion, touchant Ayaka. Mais Ayaka se relève des décombres, sa magie de feu désormais pleinement activée. Le combat continue et Ayaka parvient à vaincre Weekend au corps à corps. Mais juste au moment où elle s'apprête à se détendre, elle est frappée par une autre explosion et projetée contre la porte. Weekend révèle qu'elle possède des poupées géantes, alimentées par le mana, et les envoie toutes attaquer Ayaka. Pendant ce temps, à l'école, Onoka et Kyokairo sont attaqués par un autre allié de Weekend.
Kyokairo utilise sa magie pour renvoyer Honoka dans le monde réel, il se réveille et interroge Hattori sur Ayaka, mais elle lui dit de se reposer à cause de sa fièvre. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de Kyokairo. Il dit que Weekend a posé une énorme bombe dans ce royaume onirique, et s'il ne l'arrête pas, tous ceux qui ont été évacués mourront. Hattori transporte Honoka jusqu'à l'emplacement d'Ayaka, et ils arrivent juste à temps pour l'avoir étendue sur le sol, vaincue. Honoka la saisit et lui explique ce qui se passe, et qu'ils doivent vaincre Weekend. Il lui donne la permission d'utiliser ses pouvoirs, et Ayaka s'exécute. Elle démolit complètement Weekend, sans retenue aucune. Elle exige de savoir où se trouve l'interrupteur de la bombe. Weekend sourit et dit qu'il est trop tard, puis l'active. Alors que tout le monde commence à mourir, Honoka se lève et tente d'appeler Evermillion à nouveau. Ayaka essaie de l'arrêter, mais il s'évanouit. Dans son rêve, il rencontre à nouveau Evermillion. Elle dit qu'il est revenu bien trop tôt et qu'il ne devrait pas continuer à compter sur elle. Elle sait pourquoi il est là. Il veut ramener tout le monde et tout ce qui a été détruit. Elle dit qu'elle peut le faire, mais un si grand souhait a un prix. Quand il demande ce qu'elle veut en retour, elle dit sa vie. Mais elle lui rappelle que s'il meurt, leur contrat prendra aussi la vie d'Ayaka. Il hésite, puis accepte, disant qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ils forment un contrat, et il utilise la pleine puissance d'Evermillion. Soudain, toute la ville revient à la vie. Toutes les personnes sont vivantes, et tout est restauré comme si les bombes n'avaient jamais explosé. Ayaka le serre dans ses bras, mais Honoka s'excuse d'avoir sacrifié sa vie et la sienne. Elle refuse que cela arrive. Elle se lève et crie à Evermillion, offrant sa propre vie à la place. Ses pouvoirs magiques disparaissent, et elle s'effondre. Honoka survit, mais avant même qu'il ne puisse pleurer, Weekend le poignarde soudainement dans le dos. Elle lui dit qu'il a tout gâché, et que maintenant tout ce qu'il lui reste est un couteau. Elle dit qu'elle l'enverra dans l'au-delà pour être avec Ayaka. Mais Honoka saisit la lame, l'arrache et la frappe au sol. Puis il se met sur elle, plante le couteau dans le sol à côté d'elle et dit qu'il en a assez de voir les gens souffrir. Peu importe combien de fois elle essaiera de ruiner sa vie, il l'arrêtera à chaque fois. Il tombe inconscient de sa blessure. Weekend le regarde, soupire et dit à son partenaire de le soigner. Elle dit qu'il leur reste quelques jours avant le retour de Kazani de toute façon. En partant, il rencontre Croc-Noir et son partenaire Crocodile qui l'emmènent pour une promenade. De retour à l'école, tout le monde va bien, mais Honoka sanglote à côté du corps sans vie d'Ayaka. Hattori entre et reçoit un appel de Kyokairo qui dit que la mission a été un succès, mais Honoka est trop brisée pour s'en soucier. Il leur raconte tout ce qui s'est passé. Kyokairo réalise que quelque chose ne colle pas. Ayaka n'aurait pas dû pouvoir échanger sa vie contre la sienne. Seul le contractant peut faire ce genre de marché. Honoka remarque alors que son corps est encore chaud, même si elle ne respire pas. Il a une idée. Il dit à Hattori de dessiner un cercle magique et d'y placer Ayaka. Il dit qu'il pense qu'Ayaka a rompu leur contrat de force et pour la ramener, il doit en créer un nouveau. Il se coupe la main et laisse tomber du sang sur sa poitrine, puis hésite. Au lieu de l'embrasser sur les lèvres, il l'embrasse sur le front. Après un instant, Ayaka halète et revient à la vie. Plus tard, dans son royaume onirique, Honoka et Kyokairo rencontrent à nouveau Evermillion. Elle explique qu'il y a des années, Ayaka avait fait un contrat séparé avec elle. Si Honoka mourait ou avait besoin d'aide, Ayaka renoncerait à son contrat avec Evermillion, lui permettant d'utiliser son propre pouvoir à la place. Ainsi, quand Ayaka a mis fin au contrat, Honoka a utilisé uniquement son pouvoir pour restaurer la ville. Cela signifiait que son accord avec Evermillion était annulé. Pendant ce temps, Croc-Noir défie Weekend en duel singulier et la détruit complètement comme un personnage secondaire face au héros principal dans un arc de tournoi. Elle est déçue que Weekend était si faible et pense à la torturer juste pour lui avoir fait perdre son temps. Mais juste à ce moment-là, Kazani apparaît et dit qu'elle veut Weekend pour la punir. Weekend est choquée. Elle pensait que Kazani serait encore à court de magie pendant des jours. Croc-Noir dit non, il ne lui a fallu que 20 heures pour se recharger. Quand on lui demande pourquoi elle n'est pas venue plus tôt, Kazani dit qu'elle voulait que les enfants gèrent les choses pour une fois. Maintenant, c'est à son tour de nettoyer leur désordre. Kazan et Croc-Noir se disputent pour savoir qui va punir Weekend. C'est une bataille épique entre les deux sorcières les plus puissantes. Cela ne dure que quelques minutes, et Kazan, comme d'habitude, gagne. Cela ne dure que quelques minutes, et Kazan, comme d'habitude, gagne. Le lendemain matin, Honoka se réveille dans sa chambre. Ayaka le salue et dit qu'il est temps d'aller à l'école. En chemin, Honoka lui demande si elle va bien. Elle dit qu'il faudra du temps à sa magie pour récupérer, mais qu'elle va bien sans elle. Soudain, ils sont à nouveau pris en embuscade par l'équipe Tenpopo Rocket. Ils ont tenté leur coup habituel pour capturer Honoka, mais Ayaka, même sans magie, prouve qu'elle est toujours la reine. Elle attrape Tenpopo Aimé par la tête et les écrase presque. Ils s'excusent rapidement, et tout redevient normal. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois.